Oh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes ici présents, mardi 3 juin 2025 et nous avons notre rendez-vous de psychanalyse pour tous, un espace de diffusion de la psychanalyse. Donc ici, il s'agit d'une rencontre ou de rencontres hebdomadaires tous les mardis à 21h que vous pouvez suivre en direct sur Facebook et que nous passons ensuite sur YouTube. Bienvenue à tous. Et je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Celo. Donc aujourd'hui, nous allons voir un sujet que nous avons déjà traité de façon différente, puisque c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui nous touche tous, bon, comme beaucoup de sujets que présente et qu'étudie la psychanalyse, parce que en fait tout ce qui touche à l'humain ne nous est pas étranger, que d'une manière ou d'une autre, nous sommes en relation avec ces éléments. C'est-à-dire que si on parle de l'angoisse ou de l'anxiété, nous sommes tous comment on dit, nous sommes tous, j'allais dire, considérés, c'est-à-dire que nous sommes tous touchés par ce phénomène. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu comment la psychanalyse voit un petit peu ce phénomène. D'accord ? Parce que, bien évidemment, l'anxiété comme l'angoisse peuvent être étudiées de différents angles, de différentes disciplines, et selon la discipline, nous allons arriver à des résultats ou à d'autres résultats. Dans le cas, ici, je souligne, parce que c'est important, donc ici, nous allons parler de la psychanalyse, d'accord? Alors attendez, je ne vois pas les messages. Et donc, on va voir, parce que je ne vois rien du tout ici. Donc, Nathalie, Guylaine, Olivier, bonsoir Martine. Bon, il y en a d'autres, je n'ai pas vu les messages, désolé, et ils ont disparu, ils n'apparaissent pas ici, donc je vais voir si j'arrive à me débrouiller ici. Bon, pour voir, donc... je disais que c'est très important de souligner, Christiane, Nadine, de souligner le fait qu'ici on ne parle pas de n'importe quelle discipline et que le même mot, selon la discipline qui l'étudie et qui le pense, ça va être une chose, ça va être une autre chose. Marilyn, bonjour. Donc ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire que on ne peut pas tout mélanger. Et le champ de la psychanalyse, de cette discipline, de cette science, la science de la psychanalyse, elle a un terrain d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la lire avec n'importe quel instrument. Serge, bonsoir. Et on va la lire dans ce terrain d'action qui est l'appareil psychique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de cet appareil psychique, on va s'intéresser uniquement à cet appareil psychique. Et cet appareil psychique que Freud donc va commencer à étudier, que Freud bien évidemment va commencer à étudier tout de suite en parallèle avec ses patients, c'est-à-dire que c'est en écoutant les patients que je vais pouvoir faire telle ou telle lecture de la situation. D'accord ? Lucie, bonsoir. C'est-à-dire que je ne peux pas a priori étiqueter, ni diagnostiquer, ni interpréter et une manifestation sans le discours du patient. Ben, bonsoir. Kélifi, bonsoir. Sabrina, bonsoir. Jean-Michel, bien le bonsoir, bien le bonjour peut-être. Il est 16h en Guyane, d'accord. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de refaire un petit topo sur ce qu'on appelle l'angoisse et l'anxiété. Alors, ce qui va nous intéresser principalement, c'est l'angoisse, bien que l'anxiété soit aussi une manifestation qui nous touche aussi tous, mais ce qui va principalement intéresser la psychanalyse, c'est l'angoisse. Alors, l'angoisse, nous avons deux positions du sujet, deux positions possibles, c'est-à-dire, Marlène, bonsoir, on peut ou avoir de l'angoisse, ou c'est elle qui nous a, c'est elle qui nous tient.
Et en fait, quand c'est elle qui nous tient, on va voir, Fior, bonsoir, quand c'est elle qui nous tient, ben c'est ça qui doit pouvoir se produire. C'est ce nous allons devoir apprendre à tolérer. C'est-à-dire que l'angoisse nous tienne. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'angoisse. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est plus ou moins de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'angoisse peut être considérée comme une émotion, comme une manifestation, et qu'il peut y avoir des manifestations. Hello Pops, bonsoir, une manifestation différente. Donc, nous avons différentes manifestations de l'angoisse. Alors, on va dire que l'angoisse c'est un affect. On dit de façon générale un affect. Et on va voir aussi quand on parle d'angoisse, on parle d'angoisse de castration. Et que cette affectation, ou cette affection, ou cet affect qu'on appelle l'angoisse, bien évidemment, est en relation avec notre temporalité. C'est quelque chose qui est de l'ordre de notre corps et de notre situation, formation médicale, bonsoir, de notre situation temporelle, non, de notre temporalité qui constitue notre structure, parce qu'en fait, nous sommes avant tout angoisse, névrose, refoulée. Non, on va voir, Olivier, que l'angoisse, ce n'est pas l'angoisse. Bon, on va voir qu'il y a différents types d'angoisse, premièrement. C'est ça qui va être important de pouvoir penser. Mais que l'angoisse, c'est celle qui constitue la structure de base du sujet. C'est-à-dire que aucun d'entre nous ne vit sans angoisse. D'accord, ça c'est important de le savoir, mais pour chacun, il va y avoir un discours différent et surtout, il va y avoir une position du sujet qui va faire que l'angoisse peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Mais que nous ne pouvons pas vivre sans angoisse. C'est ça qui va être intéressant, nous ne pouvons pas vivre sans angoisse. D'ailleurs, on va dire que Nidal, bonsoir, Najwa, bonsoir, que notre corps est soutenu par l'angoisse. D'accord? Notre corps est soutenu par l'angoisse. Parce que ce que la psychanalyse va découvrir, en fait, c'est que tout commence, écoutez bien, que tout commence dans l'abîme. On parle de l'appareil psychique. Que tout commence dans l'abîme et quand on parle d'abîme, on parle de la castration. D'accord? Donc c'est ça l'abîme. Le véritable abîme pour l'être humain, c'est la castration. On va voir aussi un petit peu de quoi on parle. Et on va dire quand on parle, non, parce que quand les gens souffrent d'angoisse ou de cette anxiété aussi, parce qu'on va voir que la principale différence entre l'angoisse et l'anxiété, c'est que l'anxiété est exclusivement psychique. Et qu'elle est donc plus intolérable parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'on ne comprend pas d'où est ce malaise, cette chose désagréable qui nous touche. Non, on va dire les bas, bonsoir. Donc, mais on va voir que tout commence dans l'abîme. C'est-à-dire que tout commence dans l'abîme à partir de la castration et que nous ne pouvons pas avoir peur de tomber dans l'abîme. Parce qu'en fait, nous sommes déjà dans l'abîme. Que tout début, tout début de n'importe quoi, de tout ce que nous faisons, le début de la journée, tout ce qui commence, on va dire, non, et a une connotation pour nous où il y a l'angoisse qui rentre en jeu. Sandrine, bonsoir. Donc il y a l'angoisse qui va rentrer en jeu. Et que c'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent ne rien commencer. Parce que face à l'initiation de quelque chose, non, de commencer quelque chose, il y a l'angoisse qui peut participer. Il y a des gens qui ne tolèrent absolument pas l'angoisse. Et donc, mais quand on ne veut pas tolérer cette angoisse, on va dire cette angoisse qui est normale, Armando, bonsoir, cette angoisse qui est normale, ben on va tomber dans des manifestations comme des inhibitions ou surtout et principalement des symptômes. Alors, c'est pour ça que nous devons souligner, Lila, bonsoir, et c'est très important, c'est que l'angoisse pour la psychanalyse, c'est un élément constitutif, c'est quelque chose qui a participé
à la constitution de l'appareil psychique. Et tous les éléments, Valérie Bonsoir, qui ont participé à la constitution de cet appareil psychique, en fait, ils ne vont jamais disparaître. Ils vont nous accompagner toute notre vie. Et ce dont il s'agit, on va dire, ce qu'on va apprendre en psychanalyse, c'est à apprendre à se débrouiller avec cette angoisse, à pouvoir faire face à l'angoisse sans être annihilé par l'angoisse, on va dire. Bonsoir Jazz. C'est-à-dire que l'angoisse, bah oui, elle fait partie. Donc, comme on avait déjà eu l'occasion de souligner, par exemple, quand les artistes, quand on parle du trac, ben, s'ils ne toléraient pas ce trac avant de monter en scène, ben, il n'y aurait pas d'artiste. Et pourtant, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui montent sur la scène et qui arrivent à dépasser ce trac avant de commencer. Non, il y a cet abîme avant de monter sur la scène. Et Bibi Chérie, bonsoir. C'est intéressant de voir l'idée du trac. L'idée du trac est assez intéressante pour justement penser cette angoisse. C'est-à-dire qu'il va toujours être là, mais on peut ne pas la sentir. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ne sentent pas le trac. Le trac n'est pas obligatoire. Féti dit qu'avant l'angoisse de castration, il existe une angoisse d'anéantissement et de morcellement, notamment chez le psychotique. Non. Non, on va voir qu'il s'agit d'autre chose. Donc, on dit que toute angoisse est angoisse de castration. C'est-à-dire que c'est face à la castration qu'a lieu ce qu'on appelle le refoulement primordial. Le premier refoulement qui va faire quoi? Qui va constituer l'appareil psychique. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas lieu ce premier refoulement, tant que face à la menace de la castration, il n'y a pas refoulement, il n'y a pas d'appareil psychique. L'appareil psychique va se constituer après ce refoulement primordial. Et ce refoulement primordial va diviser le sujet. C'est qu'il va nous diviser pour toujours. À partir de ce premier refoulement, nous allons être conscients, inconscients. Tous, même les psychotiques. C'est-à-dire que nous allons tous passer par cette première répression primordiale, ce premier refoulement. Et en fait, cette angoisse, ce qu'elle vient montrer, on dit que l'angoisse est avant tout le signal d'un danger. Alors ça peut être un danger qui va être extérieur, donc quand on parle, il peut y avoir un incendie, un tremblement de terre, et il va y avoir manifestation de l'angoisse qui est un signal qui dit attention, attention, le danger arrive. C'est-à-dire que c'est un signal qui va annoncer au sujet qu'ils doivent faire quelque chose pour éviter le danger. Bien, ça c'est le signal d'alarme que va produire l'angoisse, c'est ce qu'on appelle l'angoisse réelle, c'est-à-dire que c'est face à la réalité extérieure où nous allons devoir agir face à... Fior demande c'est quoi le refoulement. Le refoulement c'est que tout ce qui était conscient pour le sujet va se transformer en inconscient. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir la production de ce mécanisme qui s'appelle le refoulement et qu'à partir de là, ce mécanisme qui se produit, qui va refouler une partie de ce qu'on appelle la sexualité infantile, c'est-à-dire toute cette première période de notre enfance, toute cette période de notre enfance qu'on a oubliée, va être refoulée. Et donc, c'est le signal d'alarme, on dit que c'est le signal d'alarme dans le cas de l'angoisse réelle. Mais après, quand il y a aussi ce signal qui va se manifester, mais en fait c'est un signal d'un danger à l'intérieur de l'appareil. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui donne l'alarme dans l'appareil, quelqu'un, c'est-à-dire en général c'est le moi, c'est pas en général, c'est le moi, qui va donner l'alarme dans l'appareil et qui va dire attention, danger, boum, boum. Mais comme la psychanalyse dit, on ne peut pas fuir de soi-même. On peut fuir face à un incendie, face à un lion, face à différentes choses qui peuvent nous attaquer de l'extérieur. Par contre, on ne peut pas fuir de soi-même. Et c'est là où on a besoin d'un psychanalyste. D'accord? Parce qu'on a besoin de cet autre extérieur à moi qui va pouvoir intervenir, on va dire, sur ma manière d'être en relation avec les dangers. Alors,
Et cette angoisse, ce que la psychanalyse découvre, c'est que cette angoisse, cette manifestation d'angoisse, elle montre que le sujet est impliqué. C'est-à-dire que si j'ai peur, si je crains quelque chose, si j'ai différents types de manifestations, parce qu'il y a ce qu'on appelle la névrose d'angoisse. La névrose d'angoisse, c'est un type, c'est quand il y a manifestation somatique. C'est quand je commence à avoir les mains moites, non, c'est quand je commence à suer de façon débordante, quand il y a mon rythme cardiaque qui s'accélère de façon démesurée, alors qu'apparemment il n'y a aucun danger extérieur. C'est-à-dire que le sujet ne comprend pas pourquoi il se met dans ces états-là. Et donc ça, c'est un signal qui montre quoi? Qui montre que le sujet est impliqué, que son désir est impliqué dans ce qui est en train d'arriver à avoir lieu. Alors ça peut être face à des fantasmes, c'est pas obligatoirement face à la réalité, ça peut être aussi face à des fantasmes. Et que nous savons, hein, et c'est une grande difficulté pour le sujet, c'est que face au désir que nous, comme êtres humains, face à nos désirs, nous avons des réactions un petit peu particulières. C'est-à-dire que nous avons des manières de ne pas accepter notre désir. De ne pas accepter, mais ce n'est pas un désir particulier, sinon c'est notre manière d'être un être désirant. Comme nous sommes des êtres parlants, nous sommes des êtres mortels et nous sommes des êtres qui désirent. Et que accepter notre désir, c'est accepter que nous sommes mortels. Donc, nous avons une certaine attitude face à notre désir où en fait on a tendance à le rejeter, à le censurer, à avoir une attitude où on ne veut rien savoir de ce désir. D'accord? Et c'est pour cela que l'angoisse se présente. Hein? C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose qui la provoque. Et quand il y a quelque chose qui la provoque, c'est toujours que le désir est en jeu. C'est un signal qui nous montre que nous sommes face au désir. Et que nous ne pouvons pas l'éliminer. Ni le désir, ni l'angoisse. C'est-à-dire qu'il va falloir que le sujet apprenne à s'arranger, à se débrouiller avec cette angoisse. Qu'est-ce que je fais face à l'angoisse? Il y a affronter, l'accepter. D'une certaine façon, oui. Et ne rien vouloir savoir du désir, le graphe, par exemple, oui. Et on va dire, mais c'est pas toujours facile de l'accepter. Schmilka Bidovic, bonsoir. Non, c'est pas facile de l'accepter parce que quand tout d'un coup elle nous prend complètement, dire je vais accepter l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut d'abord se psychanalyser pour qu'ensuite l'angoisse devienne déjà plus tolérable. Parce qu'il y a des situations où l'angoisse est tellement intolérable que l'accepter, c'est pas évident. Non? Donc il faut se laisser toucher, comme on disait, comme le trac de l'artiste. Si l'artiste veut lutter contre le trac, il ne fait qu'augmenter la situation. S'il l'accepte, non, par exemple, cette manifestation d'angoisse avant de rentrer en scène. Mais c'est avant de faire quelque chose, parce qu'en fait, ça nous arrive à tous, même si on ne monte pas sur scène, à chaque fois qu'on doit commencer quelque chose, il y a quelque chose, on parle de l'angoisse face à la feuille blanche, face à l'écriture, à cette feuille blanche. Non? Marie-Laure, bonsoir. Donc, l'angoisse est donc un sentiment, une émotion, une manifestation. Par exemple, on peut avoir quelle différence entre angoisse et névrose pour vous? L'angoisse, elle participe à toute la fabrication des symptômes. Mais nous pouvons avoir de l'angoisse sans névrose. Que l'angoisse fait partie, on va dire qu'il y a angoisse avant tout acte. Vous vous rappelez que Lacan, il dit, avant tout acte, il y a angoisse. Après l'acte, il y a culpabilité. Donc c'est pratiquement comme une équation mathématique. Nous devons savoir que nous allons passer par là. Mais que cette angoisse, nous ne sommes pas obligés de la sentir. Que ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui doit se manifester, qui doit être un obstacle, qui fait partie de la vie. On va dire, Menassa, il avait l'habitude de dire que l'angoisse, ça fait partie de ces éléments de toute vie intéressante. Et que sinon, ça veut dire que ma vie, si je n'ai pas d'angoisse, ça veut dire que ma vie n'est pas intéressante. D'accord? C'est-à-dire que une autre chose, c'est les gens qui vont souffrir de névrose d'angoisse. D'accord? Ça, c'est un type de manifestation, donc comme on va dire, que cette énergie qui me déborde, cette excitabilité qui
qui me prend, on va dire, ou cette difficulté à tolérer l'attente, hein, parce que l'angoisse c'est en relation avec la temporalité, avoir des difficultés à tolérer que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc je le remplis avec plein de dessins pour essayer de dire non, demain il va se passer ça, comme je vais voir un tel. Et alors je le remplis et je commence déjà aujourd'hui à vivre ma journée de demain pour essayer de la couvrir. Hein. Et tout ça, ça provoque de l'angoisse. Mohamed, bonsoir. Alors, on va dire que donc nous sommes, nous avons tous, nous passons tous par l'angoisse. Nous passons tous par l'angoisse. Alors, on peut dire que c'est une manière de sentir qui est normale, qui peut arriver, qui peut se manifester, tout comme la tristesse, la joie, la jalousie. Ce sont des sentiments qui font partie de la vie, non, qui peuvent être déplaisants, non, comme le trac. Le trac, c'est quelque chose qui est déplaisant, mais je dois traverser le trac de malaise, de sensations physiques. Et cette névrose d'angoisse, donc qui est particulière, parce que la névrose d'angoisse, eh ben, elle va apparaître de façon somatique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des manifestations dans le corps. Par exemple, non, vous avez déjà vu dans des conférences, il y a des gens qui s'endorment. Angoisse. Angoisse face à quoi? Face à la nouveauté que j'écoute, face à ce que l'autre commence à dire, je peux avoir de l'angoisse, et donc je peux être somnolente, et j'ai des difficultés à continuer à écouter. Ou quand je commence à bâiller de façon exagérée, c'est aussi une manifestation d'angoisse. Donc il y a plein d'attitudes, mais ça fait partie de notre vie de tous. C'est pas quelque chose qui est névrosé. C'est quelque chose qui fait partie, ben oui, face à la nouveauté que me présentent certaines situations de la vie, je peux, non, face à l'apprentissage, face à apprendre quelque chose de nouveau, je peux avoir des manifestations d'angoisse. Quand l'angoisse sera névrotique ou pathologique. Donc elle devient, dans le cas de la névrose d'angoisse, par exemple, ou quand il y a les appareils respiratoires et l'appareil cardiaque, on va dire, qui vont être touchés et où cette énergie libre qu'est l'angoisse, ben, elle va se décharger sur le corps. Et donc il peut y avoir, comme on dit, donc des palpitations. Et que l'angoisse va utiliser ses voies somatiques pour décharger l'énergie. C'est ce qu'on appelle aussi l'angoisse automatique, c'est-à-dire que face à certaines situations, boum, je commence à avoir les mains qui sont moites. Ludovic, comment se différencie l'angoisse de la peur? Eh ben l'angoisse, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'en fait, il y en a un, je ne sais plus, Freud il fait la différence, il y a un texte où Freud il va faire la différence entre avoir peur, l'angoisse et il y en a un autre où, mais je ne sais plus comment on va dire en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, Rabia, bonsoir, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Bon, mais il y a un texte où, au-delà du principe de plaisir, Freud il le travaille, Ludovic, où il fait la différence justement entre trois états qui sont différents. Mais pour l'instant, je ne m'en rappelle plus. Donc, quand on parle de la névrose d'angoisse, il y a ce genre de symptômes, dans tous les cas somatiques. Il y a cette excitabilité, non, des gens qui s'énervent parce qu'ils sont très sensibles, non, de l'ouïe, et que le moindre bruit commence à les exciter et leur produire un malaise. Il y a cette angoisse latente, angoissante, et Freud il va nous dire qu'il y a un type d'angoisse qui est particulier, c'est-à-dire qu'on va l'angoisse où on va dire c'est pour un tiers, c'est-à-dire que je suis pas angoissée pour ce qui peut m'arriver, sinon que je suis angoissée pour ce qui peut arriver aux êtres que je fréquente, aux êtres aimés, aux personnes qui m'entourent. Et Freud il va donner plusieurs exemples. Par exemple, il va parler d'une femme qui imagine que son mari tout de suite il va mourir parce qu'elle l'entend tousser un petit peu trop et du coup elle fantasme tout de suite qu'il va mourir. On pourrait dire elle désire sa mort. Et Freud il dit non, c'est la manifestation de l'angoisse. D'accord? Donc vous voyez, c'est pour ça que ça dépend toujours du discours du patient, que je ne peux pas faire une lecture du symptôme en disant, sinon que je dois écouter, et pas simplement une phrase, sinon que je dois écouter tout le discours du patient. Ou une autre
qui, en entendant les cloches de l'église qui commencent à sonner de façon exagérée, elle imagine que ses enfants se sont jetés par la fenêtre. Non, donc il y a il y a différentes manifestations, et il dit que ça c'est particulier, c'est une angoisse particulière où on imagine, on a peur pour un tiers, pas pour soi-même, sinon pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, il y a l'anxiété, donc l'anxiété qui est en relation, par exemple, aussi avec cette tendance à toujours avoir une vision pessimiste des choses, non, par exemple. Et ensuite, il y a celui qui s'inquiète toujours pour sa santé. Alors celui-là, vous savez comment il s'appelle, c'est l'hypocondriaque. D'accord, c'est-à-dire qu'il a toujours peur d'avoir quelque chose. Donc c'est quelque chose aussi qui est en relation avec cette angoisse. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles anxieuses rien qu'en regardant des photos ou des vidéos de personnes se trouvant dans des endroits élevés comme la Tour Eiffel? Ben, il y a transmission, non? C'est comme si je m'imaginais que je suis à la place de ces gens et j'ai le vertige, non? C'est-à-dire que l'autre, non, cet autre que je regarde, ben, il est toujours en relation avec moi. Non, c'est quelque chose, c'est pas que l'autre il existe sans moi. Saludos Roberto, desde Cuba, un saludo. Et donc, on disait que donc la névrose d'angoisse est somatique, l'anxiété est plus de l'ordre du psychique dans le sens que c'est une anticipation. L'anxiété, c'est toujours une tendance à anticiper le futur, à l'intolérance de l'incertitude. D'accord, c'est quelque chose qui est important, on va dire. Abidi, bonsoir. On va dire Sandrine, les anxiolytiques sont-ils efficaces? Ben, ils tranquillisent, mais ils vont pas guérir. Hein. Bénisse, bonsoir. Non, les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments, ce qu'ils font, c'est ils font diminuer. C'est les angoisses. Ils font diminuer les angoisses, mais ils ne guérissent pas. Donc, face à l'incertitude et apprendre à faire face à l'incertitude de la vie, qui est quelque chose qui appartient à la vie, ben évidemment, pouvoir faire face à l'incertitude, c'est gagner en liberté avec soi-même. C'est-à-dire abandonner ce besoin que beaucoup ont de vouloir tout contrôler. Donc, cette tendance de nombreuses personnes à vouloir contrôler, je ne sais pas quoi, contrôler le futur, comme si c'était possible. Alors bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, chaque fois que je veux faire quelque chose qui est impossible à l'être humain, parce que contrôler le futur c'est quelque chose qui n'est pas possible, ben je me fais du mal. D'accord, Marie, bonsoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va répercuter, qui va rebondir en m'endommageant d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que vouloir faire des choses qui sont impossibles. Donc, mesdames, messieurs, je vous le répète, vouloir contrôler quel que soit le contrôle, même sur soi-même, même sur quel que soit le contrôle, c'est quelque chose d'impossible. Ce qu'on peut faire, c'est pratiquer, se préparer pour ensuite, non, comme moi je viens faire ce direct, je suis préparée pour faire le direct et pour ne pas avoir à me contrôler ou à me surveiller. Je me suis préparée avant. Donc, anxiété, incertitude, ambivalence des liens premiers. Et non, l'incertitude, c'est en relation avec la temporalité. Non, c'est l'ambivalence. C'est pas l'ambivalence des sentiments, sinon que cette temporalité, le fait qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que je ne supporte pas qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire, c'est une situation. Mais quand on ne peut pas l'éviter, bah, il faut consulter un psychanalyste, bien évidemment, parce que notre vie est de plus en plus réduite. En plus, au plus je tente de contrôler, même si je me rends compte que je peux pas, bah, j'essaye de plus en plus, parce que le problème, c'est que bah, je vais chercher à contrôler à chaque fois, de plus en plus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut consulter un psychanalyste. Alors, nous allons voir, Hakim, bonsoir, est-ce un choix? Ben, c'est un choix, on va dire, c'est un choix, mais c'est un choix inconscient, Bénice. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous allons décider consciemment, mais c'est un choix, bien évidemment. À chaque fois, c'est un choix, c'est-à-dire que le sujet, bien évidemment, qu'il décide, il prend la décision, mais c'est une décision inconsciente. Alors, parce que nous savons que nous, les êtres humains,
nous pouvons recevoir des stimulations qui peuvent venir de l'intérieur de l'appareil ou qui peuvent venir de l'extérieur de l'appareil. Et en plus, nous avons la possibilité d'élaborer ces excitations qui viennent d'un côté ou de l'autre. Nous devons les élaborer. Nous ne pouvons pas les garder parce que sinon on explose. D'accord ? Il faut décharger ces énergies. Quand on reçoit une énergie forte qui vient de l'extérieur, il va falloir l'élaborer. Et nous avons deux voies pour élaborer ces excitations qui peuvent venir de l'intérieur de l'appareil ou de l'extérieur de l'appareil. Et dans les deux cas, il y a ou une décharge somatique, non ? Il y a une angoisse qui vient parce qu'il y a un incendie qui arrive et donc je pars en courant, une action, ou une élaboration, on va dire, psychique. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a ces deux voies qui sont possibles et que je dois pouvoir utiliser ces deux voies. S'il y en a une qui est bloquée, ben du coup, j'élabore toujours de façon somatique. Pourquoi ? Parce que l'autre est bloqué. Et donc, à chaque fois, j'ai plein de choses qui m'arrivent sur le corps. Mais pourquoi ? Parce que l'élaboration psychique, il n'y a pas d'élaboration psychique. Élaboration psychique, qu'est-ce que c'est ? C'est parler. Mais c'est pas parler n'importe comment, n'importe qui. C'est parler dans un certain contexte. Et ça va permettre une certaine élaboration des sentiments de toutes sortes. Et donc nous devons avoir la possibilité, les êtres humains, ou d'élaborer de façon somatique, ou d'élaborer de façon psychique. Et en fait, non, ça, on va dire, si je reçois des caresses, par exemple, si on m'en caresse, je dois être capable d'élaborer non seulement de façon somatique, sinon aussi de façon psychique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. On va dire l'appareil psychique appartient à un corps. Il n'y a pas d'appareil psychique sans corps. De la même façon qu'il n'y a pas de corps sans appareil psychique pour l'être humain. Non ? Et donc, quand on fait référence à cette névrose d'angoisse, par exemple, avec ces manifestations somatiques qui vont se produire, c'est parce que le sujet ne s'est pas élaboré de façon psychique. D'accord ? Il y a un blocage au niveau psychique, et donc tout passe par le corps. D'accord ? Et en plus, ce que présente la psychanalyse, c'est que, bien évidemment, il peut finir par provoquer, dans l'insistance, il peut provoquer une lésion organique. Et après, il y a et de la même façon pour l'hystérie. Dans l'hystérie de conversion, non, l'hystérie de conversion, on a déjà vu de nombreuses fois, on a déjà vu l'exemple de Christine Bonsoir, de cette jeune fille qui a écouté une phrase et qui n'a pas pu répondre à la phrase, qui n'a pas pu élaborer, qui n'a pu rien dire sur ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a refoulé. Au lieu de parler, au lieu de répondre, au lieu de dire quelque chose, ben, il n'y a pas d'élaboration, donc je refoule. Et quand je refoule, ben, le matériel qui a été refoulé ressurgit. Et il va ressurgir avec ce qu'on appelle l'hystérie de conversion. C'est-à-dire qu'il va y avoir une manifestation somatique. Et là, c'est une phrase, en fait, qui a été refoulée. Et cette phrase qui a été refoulée, pourquoi ? Parce que le sujet n'a pas pu élaborer de façon psychique, n'a pas pu parler. Non ? Et donc, là, quand on parle de cet exemple habituel, on va dire, dans l'analyse, la jeune femme, par exemple, va finir par dire, par exemple, ou c'est le psychanalyste qui va le dire, ou la phrase, en fait, je l'ai reçue comme s'il s'agissait d'une claque sur la figure. D'accord ? Alors, Balbal, bonsoir. Fait-il angoisse élabore psychique comme l'hystérie et psychique comme obsession? Je comprends pas. Comment élaborer sainement d'une façon psychique et éviter les manifestations somatiques? En se psychanalysant. Je suis désolée, mais ici, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, comme on disait, dans toutes les maladies, il y a participation de l'angoisse. L'angoisse intervient dans tous les symptômes et dans toutes les maladies. D'accord ? Et donc, il y a l'angoisse réelle, l'angoisse où c'est un signal qui va se manifester pour me dire attention, attention, il y a un danger. Et après, il y a l'angoisse névrosée, c'est-à-dire que j'ai peur de quelque chose qui, en fait, n'est apparemment pas quelque chose de dangereux. Mais pour
le moi, c'est quelque chose de dangereux. C'est-à-dire que c'est un danger différent de ce qu'on pourrait imaginer comme danger. Alors, par exemple, on va dire, donc l'angoisse névrotique, par exemple, ça peut être cette énergie qu'on appelle, qui est librement flottante et qui peut avoir des manifestations au niveau de l'anxiété. Donc, cette difficulté à passer de l'excitation psychique par voie psychique. L'anxiété a le lien avec les personnalités pathologiques. C'est quoi une personnalité pathologique? Peut-on élaborer en compensant? En compensant quoi? En mangeant. Au lieu de faire l'amour, je vais aller manger. Lila, bonsoir. Et oui, mais après on finit par grossir. Alors, quand elle est solidement liée à des contenus de représentation déterminés, par exemple dans le cas des phobies, parce que les phobies aussi c'est une manifestation des angoisses, mais c'est quelque chose, on va dire que c'est un désir qui est, il y a une prévention, on va dire, dans la phobie. C'est-à-dire, j'ai la phobie d'utiliser les ascenseurs, donc je les utilise pas et j'ai pas d'angoisse. J'ai la phobie de telle chose, je ne le fais pas et j'évite l'angoisse. D'accord? Donc ça, c'est une méthode, mais qui fait que quand on le traite pas, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand les phobies ne sont pas traitées, ben, elles vont de plus en plus prendre de place pour le sujet. Donc au lieu qu'il se libère petit à petit de ses phobies, ben, les phobies vont augmenter et sa vie va se réduire de plus en plus. Donc c'est quelque chose, pareil, qu'il faut traiter. Donc on disait qu'il y a 3 types d'angoisse. Alors on va voir, ou pas 3 types d'angoisse, sinon qu'il y a, en fait 3 positions. Parce que l'angoisse va être en relation avec ce développement de l'appareil psychique. Donc, ce qu'on a l'habitude de travailler ici en disant, au départ, dans la sexualité infantile qui est si importante. Pourquoi? Parce que, en fait, cette sexualité infantile qui va être refoulée va continuer à exister. Nous, on l'a oubliée, mais elle existe dans l'inconscient. Et donc, par exemple, on va parler d'une angoisse, qui est l'angoisse des enfants, qui est l'angoisse comment on va dire, c'est pas le désespoir, c'est comment, de détresse. On va dire, c'est l'angoisse de détresse, un petit peu comme avaient les enfants, hein, quand ils commencent à pleurer dans leur lit, et à pleurer, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et ils ont peur de quoi? De perdre l'amour de maman. Et pourquoi de perdre l'amour de maman? Parce que l'amour de maman, c'est quelque chose qui les protège contre l'extérieur. Ils ont besoin de cet amour qui les protège contre l'extérieur. D'accord? Donc il y a, à chaque fois qu'il y a un danger, non? Et on va dire que c'est un danger qui existe et que le moi, en fait, va manifester cette angoisse. Pourquoi? Parce que le moi, pour l'enfant, c'est un moi, en fait, qui n'a pas fini sa formation. C'est un moi qui est encore faible, qui ne sait pas se défendre contre les désirs du ça, contre les désirs de l'extérieur, contre toutes ces choses qui requièrent un travail du moi et que le moi n'est pas encore formé pour faire face à tout ça. Et donc il y a ce premier danger, en fait cette première angoisse qui est en relation donc avec, en fait c'est une angoisse infantile, mais qui arrive aussi aux adultes. C'est pas que ça appartient seulement aux enfants, sinon qu'après ça peut se reproduire chez les adultes. Et quand ça se reproduit chez les adultes, c'est parce que l'adulte en fait a fait une régression. Et selon le lieu où je vais régresser dans cet appareil psychique, non, parce qu'il n'y a pas de régression à aucun moment, je régresse à l'intérieur de l'appareil psychique, et donc je vais avoir des manifestations infantiles, comme cette peur, comme certaines personnes ont peur de perdre l'amour de quelqu'un, mais une peur de détresse totale. Non? Donc c'est une attitude infantile, comme si l'amour de cette personne vraiment les protégeait. Mais ça c'est une idée. Mais ils en sont persuadés, mais c'est une idée, parce que bien sûr, ce sont des adultes qui peuvent continuer à vivre sans l'amour de telle personne ou telle personne. Mais ils sont persuadés que sans l'amour de telle personne, comme si c'était la maman, non, ils allaient tout perdre. Donc Marie dit que j'ai la phobie des oiseaux et les angoisses me paralysent à leur vue. On m'a conseillé l'hypnose. J'ai peur qu'on me mette en situation dans l'hypnose. Utilisez la psychanalyse, Marie. Enfin, voyons, c'est pas dangereux.
Alors, donc on disait qu'il y a cette première angoisse, non, avec la régression, donc, hein, cette première étape de l'enfance. Et c'est-à-dire, c'est le danger de la perte d'amour, hein, de ces premières années infantiles. Et ensuite, il y a le danger de la castration, hein, qui va être en relation avec la phase phallique, c'est-à-dire déjà pratiquement la fin de la constitution de la sexualité infantile. Bon, le danger de la castration, c'est, on va dire d'une façon un petit peu, pas vulgaire, mais un petit peu crue, c'est-à-dire cette idée de, comme Freud le disait, c'est-à-dire la menace de castration, c'est ce que le papa va dire au petit garçon, en disant si tu continues à te tripoter comme ça, on va te couper le zizi. Non, d'une façon crue, on va dire que c'est. Mais en fait, la menace de castration, c'est quelque chose de symbolique, c'est quelque chose de psychique. Non, c'est pas la phrase du père, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pères qui vont dire ça, mais pourtant, la menace de castration continue à exister. Est-ce que toujours les rêves sont les produits de cette angoisse? Quand ce sont des cauchemars, oui, Sabrina. Non, mais pas obligatoirement des angoisses de l'enfance, mais les cauchemars, on va dire, c'est que non, les cauchemars, ils montrent en fait que le sujet est angoissé. Non, avoir un cauchemar, c'est montrer que le sujet est angoissé. Et quand l'enfant n'a pas été protégé de l'extérieur, cela se répercute à l'âge adulte? Non, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Ça dépend de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas parce que ce qui est passé. D'accord? Qu'il n'y a pas de répercussions, ou alors c'est parce que vous traînez ça, ou alors pourquoi vous prenez ça avec vous. D'accord? C'est-à-dire que les enfants n'aient pas été protégés de l'extérieur. En plus, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu la protection nécessaire, puisque vous êtes toujours là. Quand il n'y a pas la protection nécessaire, c'est quand ça arrive, et en plus ça arrive. Donc il y a des erreurs des parents, ou les enfants, non, ceux qui laissent les enfants dans les voitures enfermés, enfin bref. Donc ça arrive. Et quand il y a vraiment un manque de protection de l'extérieur, ben l'enfant... hein. Bon. Et donc on disait que quand il y a régression à la phase phallique, c'est la menace de castration. Et ça, c'est un autre type d'angoisse. C'est l'angoisse de castration, de l'angoisse de castration. Et ensuite, il y a la peur du surmoi. C'est une angoisse face au surmoi, hein, et qui est en relation avec une régression à l'étape de latence, c'est-à-dire après ce refoulement primordial. Il y a l'étape de latence et avant la métamorphose de la puberté. Et quand il y a régression, c'est le moment où le surmoi, en fait, représente, non pas représente, sinon que le surmoi, c'est le résultat de l'introjection de ces figures parentales. Et donc, ces figures parentales, en fait, sont toujours en train de gronder le moi, ils surveillent le moi, et en plus, parce que le surmoi, en fait, il surveille le moi de telle façon qu'il ne supporte pas, il le punit d'avoir fantasmé quelque chose. Il le punit pas parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il a fait cela. Il le punit parce qu'il le surveille tellement qu'il le punit d'avoir fantasmé quelque chose qui n'est pas autorisé. Et en plus, fantasmer quelque chose, ça veut dire il peut fantasmer. En plus, il y a des fantasmes qui sont inconscients. C'est tout des choses que le sujet ne se rend absolument pas compte. Il faut penser que nous sommes en fait la scène où se déroulent tous ces mécanismes. Et en fait, nous représentons, non, le résultat de le surmoi qui est sadique avec le moi, qui le surveille, qui le punit sans arrêt. Et nous sommes la représentation de le résultat de ces mécanismes. Donc, et en plus, nous ne pouvons pas les contrôler, ce sont des mécanismes inconscients. D'accord? Donc, nous sommes le résultat de comment nous sommes en relation avec nos différentes instances psychiques, comment nous utilisons plus des mécanismes que d'autres, que nous utilisons plus le refoulement, que la sublimation, que nous... Non, tout ça, on va le voir en fait. On le voit dans les sujets, vont nous montrer comment s'organisent
cet appareil psychique. D'accord? Donc, et parce que ce qui est important de pouvoir penser, c'est qu'en fait, dans l'appareil psychique, rien ne va être dépassé. C'est pas qu'on dit non, moi là, j'ai plus 5 ans. À un moment donné, je peux régresser à l'âge de 5 ans. Il n'y a rien qui me dit qu'à un moment, je ne vais pas le faire. D'accord? C'est-à-dire que rien n'est dépassé dans le sujet psychique. Ce n'est pas que j'ai vécu quelque chose et maintenant, non, l'angoisse de castration, maintenant je suis libérée. Non. Ça continue, il faut penser que c'est comme une machine qui continue à fonctionner, que tous ces éléments continuent à fonctionner. La castration continue à fonctionner, donc il y a des manifestations d'angoisse qui peuvent apparaître à n'importe quel moment, à chaque fois qu'il y a régression, si j'utilise la régression, et la régression c'est un mécanisme, serions-nous les marionnettes de nous-mêmes? De notre appareil psychique, Olivier. Exactement. Mais je dirais pas les marionnettes, sinon directement nous sommes la scène. La scène, je pense que c'est mieux, parce qu'en fait, il y a tous des mécanismes, toute une machine qui travaille sans que nous puissions intervenir sur cette machine et qui nous fait vivre telle chose ou telle autre, qui nous fait vivre l'amour de telle façon, qui nous fait vivre nos relations sociales de telle façon, qui nous vivent. Et nous sommes le résultat de ces mécanismes. C'est pour ça qu'en fait, penser que nous dirigeons notre vie, c'est un petit peu, comment on va dire, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, non, c'est une exagération des pouvoirs de l'être humain. L'être humain, il dirige pas sa vie. L'être humain, il se retrouve dans une situation, il dit maintenant qu'est-ce que je fais? Ah bah maintenant je me suis retrouvé dans cette situation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais pas exactement pourquoi, mais je me retrouve, après on donne des explications. On va expliquer, oui, si je suis comme ça, c'est parce que c'est, on va se donner beaucoup d'explications, les êtres humains, ils aiment donner beaucoup d'explications de pourquoi ils vivent ça. Vous savez pourquoi vous êtes marié avec la personne que vous êtes marié? Ah, vous allez l'expliquer. Mais en fait, vous savez pas exactement. Alors, une illusion. Ayoud dit, il y a une relation entre l'angoisse et la phobie. La phobie, c'est une angoisse, non? C'est une manière d'être en position, non? De la manifestation de l'angoisse. Mais disons que c'est assez pratique, la phobie, non? Dans le sens où j'ai peur de quelque chose que je peux éviter. Céline dit, est-ce que cette société accentue l'angoisse? Je dirais pas ça, mais c'est vrai que je dirais pas ça, c'est pas qu'elle accentue l'angoisse, sinon que l'idéologie dominante, et elle fait beaucoup de ravages. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de ravages. C'est pour ça que c'est pas, on peut penser que l'idéologie dominante fait plus de ravages que la névrose. Mais pour se distancer de cette idéologie dominante qui nous dit comment nous devons vivre, comment on nous oblige à faire toutes ces choses qu'on nous oblige à faire, à vivre, à dire, à penser, bah, la psychanalyse, c'est le meilleur instrument pour pouvoir prendre une distance, pour pas tomber dans les pièges de ce que nous tend l'idéologie dominante. Mais je pense que plutôt, on va dire, bon alors attendez, vous dites, Cécile, l'inconscient semble jouer contre nous et en même temps, au départ, il est loyal. C'est pas contre nous. Serge, nous comprenons pas exactement ce qui nous arrive alors. Bah, c'est pas que nous ne comprenons pas, c'est que nous ne savons pas pourquoi. Bah, si vous voulez, c'est ne pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes arrivé. Et d'ailleurs, c'est pas ça l'idée. C'est pas de chercher à comprendre. Après, on peut, parce que dans une psychanalyse, on peut nous interpréter que j'ai fait ceci pour éviter telle autre chose, que j'ai fait cela parce que ce qui m'attirait de là, c'était telle chose. Effectivement, il peut y avoir une interprétation, mais l'interprétation, ce n'est pas exactement « Bonsoir Sonia, un bonjour de Vienne ». Et l'interprétation, c'est pas exactement une vérité, c'est une ponctualisation, on va dire. Non, parce que, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu par le fait qu'on a fait telle chose ou telle autre. Et c'est pas exactement, c'est si l'inconscient qui décide, c'est l'appareil psychique. Et l'appareil psychique est composé du conscient. Non. Le moi, il est conscient et inconscient. Le surmoi, il est conscient et inconscient. Il n'y a que le ça qui est complètement inconscient.
et que cet appareil qui est divisé en différentes instances et qu'il y a de multiples mécanismes qui interviennent, c'est pas l'inconscient qui est méchant, c'est notre manière d'utiliser les mécanismes. Il y a des gens qui ne tolèrent rien de la vie, qui sont constamment en train de refouler, refouler, refouler. Ah bien sûr, ils tombent malades tout le temps, parce qu'ils exagèrent avec l'utilisation du refoulement. C'est pas l'inconscient, c'est qu'ils refoulent tout le temps. Ils ne tolèrent rien. Donc, évidemment, il y a des ravages. Il y a des ravages qui vont se produire. Bonsoir, Biba. Donc, c'est pas l'inconscient. L'inconscient, c'est le moteur. L'inconscient, c'est l'énergie. C'est celle qui va, mais il faut accepter que cette énergie, c'est pas exactement ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut, dans une psychanalyse, en fait, quand on dit que on doit apprendre un petit peu qui nous sommes, que nous devons apprendre et assimiler petit à petit, parce que c'est pas évident, et c'est pas quelque chose de théorique. On a beau le savoir intellectuellement, tant que ce n'est pas incorporé, on peut rien en faire. Les angoisses sont-elles toujours fondées? Ne prennent-elles pas naissance dès la conception? Elles sont fondées dans le sens où quand il y a un danger, non, elles sont fondées, qu'est-ce que ça veut dire fondées? Parce que la personne qui a très peur que son amour l'abandonne, qui est terrorisée en imaginant que son amour peut l'abandonner, pour cette personne, c'est une vérité. Alors c'est une vérité, c'est-à-dire que cette peur, elle existe vraiment. Après, il peut se séparer et puis se rendre compte, non, que ce n'était pas si terrible que ça. Comment lutter contre ces idéologies dominantes? En se psychanalysant, Céline. Contre l'idéologie dominante, c'est se psychanalyser et continuer à se former. C'est-à-dire continuer à lire, mais à lire les livres, pas ceux qui sont subventionnés par l'idéologie dominante. Parce que notre problème, c'est que nous allons lire les livres qui sont subventionnés par l'idéologie dominante. Alors bien évidemment, on tombe dans le piège où ils répètent, parce que tous ces gens, tous ces écrivains qui écrivent et qui sont des répétiteurs de l'idéologie dominante, qui nous disent ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Donc on tombe encore une fois dans le piège. Donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bonsoir Reda. Non, ce n'est pas facile. Et inconscient, le désir, entre autres, Olivier, entre autres, d'accord, l'inconscient, c'est le désir, c'est le moteur. En tout cas, je le dis là comme maintenant, il n'y a pas que ça. Mais en fait, c'est le désir, et c'est, si on dit l'inconscient, c'est celui qui étudie la psychanalyse, parce que c'est pas le seul inconscient qui existe, mais l'inconscient que la psychanalyse existe, c'est le désir sexuel infantile réprimé. Et c'est le moteur. C'est ce désir auquel nous avons renoncé lors de ce refoulement premier. Nous avons renoncé à nos premiers désirs de l'enfance. Nous avons dû y renoncer. Pourquoi? Pour nous civiliser, pour rentrer dans cette civilisation, pour rentrer dans le monde des humains, pour nous transformer en êtres humains. Parce que sinon, de toute façon, ça n'existe pas. Une fois que nous sommes arrivés dans le monde des humains, nous sommes tous passés, on va dire, nous sommes tous passés par ce refoulement premier. Après ce refoulement premier, c'est comment nous nous sommes tous positionnés face à ça. Et que ensuite nous nous mobilisons, parce que nous ne restons pas tout le temps les mêmes, nous mobilisons, il y a des transformations. Mais donc pour revenir à la question de Céline qui est très intéressante, pour lutter contre ces idéologies dominantes, par exemple vous pouvez aller lire, pour vous montrer un petit peu le prologue de Sartre, qui a écrit dans le livre de Franck Fanon, qui s'appelle Les Condamnés de la Terre, je crois qu'on peut le trouver sur internet, Les Condamnés de la Terre, je crois que ça s'appelle comme ça, de Franck Fanon, qui était un psychiatre algérien. Franck Fanon, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un film qui va passer sur sa vie, qui va sortir dans pas longtemps, et le prologue, il y a quelques pages du livre, les premières pages du livre sont écrites par Sartre, qui présente le livre, et ça, c'est l'idée. Là, il va nous montrer comment intervient l'idéologie dominante.
Et comment elle nous fait manger n'importe quoi, l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, elle nous dit, celui-là, vous croyez qu'il est gentil? Non, il est méchant, il est méchant, il est méchant. Et nous finissons tous par dire, oui, il est très méchant. Et on le mange tout le temps, ils nous le disent, ils nous le répètent, ils nous le répètent, ils nous le répètent. On finit par le croire. On ne se pose plus la question, ils nous le disent de partout. Ils nous disent à droite, à gauche, de partout, ils nous le disent. On finit par être persuadés que c'est comme ça, effectivement. Entre autres choses. Non, ça c'est la manipulation, on va dire, mais la manipulation, elle fait partie de l'idéologie dominante. Et l'idéologie dominante, elle nous fait croire aussi que les hommes doivent être comme ça, que les femmes doivent être comme ça, que la sexualité doit être comme ci, que cela, alors que, en fait, l'idéologie dominante, elle nous dit pas ce que c'est qu'un être humain. Non, vous vous rappelez cet exemple de Freud qui est super bon, où Freud, il va nous expliquer, non, il nous dit, on nous prépare dans la vie en nous préparant dans notre formation, dans notre éducation, ils nous disent les damnés de la terre. Merci Cécile. Les damnés de la terre. Oui, c'est parce que les condamnés de la terre, c'est la traduction en espagnol. Pardon. Les damnés de la terre. Merci. De Franck Fanon. Et il va nous dire, Freud, il va dire, on nous prépare pour la vie, on nous envoie au pôle Nord avec des vêtements d'été. Et en plus, on nous donne comme carte géographique pour nous orienter des cartes des lacs italiens. Vous voyez, c'est un super exemple, très didactique, pour bien comprendre comment on n'est absolument pas préparé pour vivre dans cette vie. On nous fait croire, et en plus, on nous fait croire qu'il y a des gens qui y arrivent. Pratiquement tout nus au pôle Nord avec des cartes des lacs italiens. Et ils nous font croire qu'il y a des gens qui y arrivent. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on a besoin que la lecture est très importante, mais pas n'importe quelle lecture. Parce qu'on dit oui, il faut lire, il faut lire. Oui, mais attention, pas n'importe quoi. Si vous allez lire Stephen King, et j'ai rien contre Stephen King, alors que ce n'est pas quelque chose qui va vous éloigner ou vous permettre de... Non, il faut pouvoir sélectionner. C'est pour ça que la poésie, c'est un instrument, c'est le meilleur instrument pour apprendre à connaître qui est l'être humain. La poésie. Et en plus, la poésie, c'est celle qui nous raconte la véritable histoire des peuples. C'est la poésie, parce que les autres histoires, elles sont racontées toujours par les vainqueurs. Alors que la poésie, non. Les vrais poètes, ils nous racontent l'histoire d'une façon particulière, mais qui nous racontent la véritable histoire de ce qui s'est passé. Hein? De ce qui s'est passé dans il faudrait... Louise Michel, par exemple. Cet écrivain français et qui écrit des poèmes et qui raconte ce qui s'est passé lors de la Commune, etc. Il nous raconte avec la poésie ce qui s'est passé. Bon, par exemple, là, non, c'est pas la seule, mais disons que ce sont les grands poètes vont nous raconter l'histoire et les grands poètes vont aussi nous parler de cette... parce que le vrai poète, c'est celui qui se laisse écrire. Et celui qui se laisse écrire, il dit plus que ce qu'il sait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'après, on va se découvrir. On va lire, on va dire « Ah !» C'est ça qui est intéressant. Bon, mesdames, messieurs, merci pour votre participation. Vous savez que vous pouvez partager sur les réseaux cette vidéo qui, si elle vous a fait du bien, elle peut faire du bien à d'autres personnes. Soyons généreux, on va dire, soyons généreux et distribuons ce que nous apprenons tous les jours. Christiane, merci à vous. Bonne continuation à tous. Donc, nous revenons donc bien évidemment mardi prochain. Nous ne sommes pas 5 fois écoutés, 5 fois plus intéressants et riches. Ok, Néléa. Serge, merci à vous. Marilyn, merci. La parole en psychanalyse libère, je dirais, la pression psychique, sentiment de liberté. Est-ce qu'ensuite sommes-nous condamnés à recharger? C'est que c'est tout le temps, bah oui, si on n'est jamais... la machine, elle continue à fonctionner, Cécile. C'est pas qu'on l'a fait une fois et ça y est, c'est bon. Marie, au revoir. Martine, au revoir. Valérie, Cécile, bonne continuation à tous. Guylaine, bonne soirée à vous. On continue donc mardi prochain avec un nouveau sujet. Nous ne partons pas encore en vacances. Nous avons encore le mois de juin. Stéphie, merci à vous. Hakim, et bonne continuation et merci de partager sur vos réseaux. Ah, au fait... Felipe, bonsoir. Il y a un nouveau cours qui commence qui s'appelle La vie à deux, un truc qui va être super intéressant
pour savoir comment la psychanalyse pense l'homme, pour comment la psychanalyse pense la femme et comment la psychanalyse pense les relations de couple. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont structurelles et qui est intéressant de connaître pour, encore une fois, ne pas, comme disent les Espagnols, ne pas demander des poires aux pommiers. Sinon, on se fait du mal. Bonne continuation à tous, à la semaine prochaine. Allez, bonne semaine, au revoir.